vous souhaite à tous la bienvenue dans ce nouveau webinaire, le deuxième consacré à la sécurité du SI. Euh, Aujourd'hui, on avait envie de mettre en avant un élément qui nous paraît important dans la sécurisation de son système d'information, c'est la maîtrise des entrées et sorties de personnel. Euh, pour pouvoir vous présenter ce sujet, je vais d'abord me présenter rapidement. Moi, je suis Sébastien Deldon, je suis directeur informatique depuis 23 ans. J'ai géré des systèmes d'information avec plus de 8000 utilisateurs et j'ai donc été sensibilisé aux entrées et sorties du personnel. J'ai eu l'occasion de mettre plusieurs applications sur ce sujet en place et vraiment l'occasion aussi au travers de mon expérience de pouvoir avoir et ressentir la vision que ce sujet est crucial et notamment en matière de cybersécurité. C'est ce que je vais essayer de vous présenter ici, et puis je vous présenterai aussi dans une deuxième partie un outil qu'on a essayé aussi d'adapter, parce que vous verrez que le sujet de la sécurité des entrées et des sorties, c'était un peu l'apanage jusqu'à présent des plus grosses sociétés. On a maintenant des applications qui nous permettent d'aller adresser ce sujet même quand on est plus petit. Donc, pour rentrer déjà dans le vif du sujet, la première question à se poser quand on va aller sur de la sécurisation des entrées et sorties, c'est pourquoi sécuriser ces entrées et sorties. Tout d'abord, je souhaitais commencer par quelques définitions. Donc voilà, en informatique, un utilisateur, le terme utilisateur est employé pour désigner une personne qui utilise le système informatisé et une ressource informatique, mais qui n'est pas nécessairement un informaticien. La ressource informatique, c'est toute ressource matérielle ou logicielle utilisée par les utilisateurs. Un profil d'accès, souvent on en entend parler, c'est un ensemble de droits, un groupe cohérent affecté à un utilisateur et qui lui permet d'effectuer des tâches. Les droits d'accès, c'est la limite physique ou matérielle qui délimite les droits de l'utilisateur aux ressources. Et par rapport à toutes ces définitions, le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est le cycle de vie de l'utilisateur, de son arrivée dans le système d'information jusqu'à son départ. Et ça passe aussi par la modification des informations, des droits d'accès et la suppression finale de l'utilisateur. Un logiciel de gestion de ce cycle de vie, parce qu'on peut le faire au travers d'une procédure, on n'est jamais sûr qu'elle soit vraiment appliquée. Vous allez voir que ça devient de plus en plus difficile de le faire au travers d'une procédure. Mais quand on utilise un logiciel pour traiter au moins une partie de ce cycle de vie de manière automatique, c'est un logiciel qu'on nomme d'IAM, donc c'est l'Identity Management, donc la gestion d'identité. Je tenais à poser ces termes parce que tout le monde n'est pas familier avec ces termes-là et c'est important pour la suite des explications. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque organisation utilise en France entre 20 et 100 applications pour son fonctionnement. C'est des applications de tailles différentes. Parfois, c'est des grosses applications qui ont nécessité une mise en place importante avec un budget important. Parfois, c'est des toutes petites applications, de plus en plus des applications à utiliser en ligne. Selon l'INSEE, 52% de ces applications sont maintenant en SaaS. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'applications qui sont directement en ligne maintenant, donc une majorité maintenant, avec souvent très peu de liens avec le système d'information. Très souvent, une liste d'utilisateurs autonomes, avec un risque fort que dans ces listes de petites applications en ligne, voire de grosses applications en ligne, on oublie de tenir à jour la liste des utilisateurs. Qui dit oublie de tenir à jour la liste des utilisateurs, dit des utilisateurs qui sont partis et qui peuvent continuer à accéder au système d'information. Selon les applications, on estime en moyenne qu'il y a entre 10 et 60% d'utilisateurs fantômes partis de l'entreprise depuis plusieurs mois ou années. Et dans les rapports qu'on a pu mesurer, seuls 30% des entreprises qui ont mis en place un processus régulier de révision des utilisateurs. Donc il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas mis en place ce processus. Dans le contexte que je présente, un élément apparaît évident, c'est que cette gestion des utilisateurs
devient un enjeu stratégique pour sécuriser son SI et donner accès aux ressources du système d'information. Et la question se pose, pourquoi pas essayer d'automatiser tout ou partie ce process. L'automatisation de ce process peut paraître simple, a priori, mais la réalité c'est que quand on se plonge dedans, elle est faite de détails, et que comme tout logiciel, réaliser un petit cahier des charges qui permet de bien mesurer le besoin paraît essentiel pour ne pas se tromper d'outil. Comment faire? Donc là aussi, l'idée de ce webinaire, c'était de réfléchir à quelles sont les solutions pour mettre en place cette automatisation. De notre expérience, on en a tiré quelques recommandations et aussi des temporalités. Le premier élément de votre cahier des charges, ça va être vraiment de définir qui va créer, gérer et supprimer les utilisateurs. Souvent dans les organisations, on se retrouve avec des organisations un peu en étoile maintenant, avec un siège ou plusieurs sièges et des filiales, ou alors des établissements sur plusieurs adresses. C'est un cas assez classique. Très souvent, en fait, ça permet de gérer correctement les arrivées et sorties de manière plus fluide, mais il y a une question à se poser, c'est est-ce qu'on va la gérer de manière centralisée avec des personnes spécifiques au siège comme le service RH ou le service informatique qui vont gérer ces accès? Est-ce que dans les établissements ou en local ou dans les succursales, il va y avoir aussi des personnes spécifiques qui vont gérer ces accès? Et voilà, qui va être à l'origine de ces modifications et faut-il permettre de cumuler ces possibilités? Alors là, vous verrez que déjà, quand on va aller sur ce sujet-là, juste sur ce sujet-là, vous allez pouvoir éliminer, si vous avez besoin de mixer les deux ou de quelqu'un qui me fait des modifications en local, vous allez éliminer 80% des outils d'IAM parce qu'ils ne permettent pas d'avoir quelqu'un en local dans les établissements qui valide sur une partie des utilisateurs la création, l'ajout et le fonctionnement. Donc ces éléments-là sont assez stratégiques pour pouvoir choisir un outil et sont à valider rapidement en amont du choix de l'outil. Donc ça, c'est vraiment qui va traiter ces éléments dans l'organisation. En plus, voilà, il faut bien s'assurer que les services sont en capacité de le faire, parce que parfois, par défaut, on va se dire, bah tiens, c'est le service RH ou c'est le service informatique, sans véritablement mesurer l'impact que ça a sur eux. Ça a quand même un impact que de créer ces utilisateurs et les gérer. Donc voilà, le premier point qu'on voulait souligner, c'est vraiment mettre en avant le qui. Le deuxième élément, c'est quand. Donc, quel est le besoin de disponibilité de système? La possibilité de pouvoir créer une arrivée et un départ doit-elle être disponible tout le temps? Dans les secteurs où l'on travaille nuit et week-end, ceci est évident. Sinon, la temporalité est importante à définir. Il faut savoir qu'il y a une partie des outils qui ne sont pas disponibles soir et week-end. Donc là aussi, élément important, à quelle fréquence aussi je souhaite créer et automatiser mes utilisateurs. C'est un élément important parce que beaucoup d'outils ne permettent pas d'aller sous une fréquence en dessous d'une heure. C'est assez rare parce que une heure, il y a déjà beaucoup de systèmes qui tournent pour l'automatisation. Si vous avez 3000 salariés, faire tourner toutes les heures une vérification pour les 3000 salariés, c'est déjà une grosse opération. Et on ne peut pas l'automatiser de manière plus fréquente. La fréquence de création, elle est en général de 1 à 24 heures. Souvent, dans les entreprises, on décide de faire tourner soit toutes les heures la création, soit toutes les 24 heures, à choisir selon le fonctionnement de l'organisation. Autre élément important, est-ce que vous souhaitez que les dates d'arrivée informatique puissent se programmer ou pas? Donc dans l'outil, ça c'est un élément important, d'arrivée de départ, est-ce que je peux les programmer? Et deuxième chose, est-ce que je suis obligé de faire coller la date d'arrivée informatique avec la date d'arrivée du jour? Vous le verrez, la plupart des outils du marché ont décidé que non, parce que souvent, en fait, par souplesse, on a besoin de décorréler la date d'arrivée informatique auquel on a besoin des codes
de la date d'arrivée réelle. Parfois, quand un cadre arrive, on a besoin de son adresse email avant. Parfois, en fait, on sait qu'il y a une période de formation d'1 mois pendant laquelle la personne n'aura pas accès à l'informatique et on décale un petit peu sa création de compte. Donc ça aussi, c'est un élément stratégique du cahier des charges de se dire est-ce que on a besoin tout simplement de faire coller la date d'arrivée avec le jour d'arrivée et la date de départ avec le jour de départ. Ces éléments sont bien définis pour savoir comment va fonctionner l'outil et je dirais que n'oubliez pas qu'un outil reste un outil. Un outil du système, on va pouvoir l'utiliser de différentes manières et ça ne va pas vous exonérer de faire un petit process de gestion des arrivées et des sorties. Parce que si à un moment donné, vous ne définissiez pas la date de dire si j'ai un CDD, est-ce que je mets la date de départ? Si j'ai l'arrivée d'un cadre, comment je fais? Quand une personne s'en va, est-ce que je détruis vraiment son compte le jour J ou est-ce que j'attends une semaine? Il va bien falloir que vous réfléchissiez à comment vous allez donner des consignes d'utilisation du logiciel et comment on va le configurer. Donc ça, c'était la question du quand qui nous paraît vraiment importante aussi dans la mise en place d'un tel outil. Le troisième élément, c'est le périmètre. 98% des entreprises basent leur liste d'utilisateurs sur Active Directory ou sur Azure AD Intra. Il y en a aussi qui le basent sur Google, maintenant de plus en plus. Il existe assez peu de systèmes concurrents, quelques-uns de libres sous Linux aussi, mais ça reste anecdotique. Il paraît évident de vouloir synchroniser aussi son réseau Active Directory et de plus en plus son réseau Azure AD Intra. Et vous savez qu'il existe un connecteur déjà existant entre les deux. Donc là aussi, il va falloir réfléchir à que fait ce connecteur qui s'appelle Azure AD Connect entre les deux. Qu'est-ce qu'il complète déjà avant de mettre ce système? Il va falloir se poser la question aussi, est-ce qu'on fait le lien avec l'outil RH? Voilà, 95% des utilisateurs sont en général des salariés, sauf dans les associations. Il y a des endroits aussi, il y a des intérimaires qui passent pas forcément par les RH. Donc, est-ce que la connexion avec l'outil RH est intéressante? Intéressante, mais cela amène quand même pas mal de rigidité, parce que, comme je vous l'ai dit, la date d'arrivée RH n'est pas forcément la date d'arrivée informatique. La date de départ RH n'est pas la date forcément à laquelle on détruit le compte. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont aussi importants là-dedans. C'est qu'il peut y avoir besoin du code informatique dans certains cas, on le voit dans beaucoup de métiers, avant même que la personne soit créée dans les RH, parce que le système ou l'équipe RH n'a pas le temps de le faire à temps. Donc là, on a quand même une vraie question sur est-ce qu'on va se connecter à l'outil RH ou pas? Est-ce que c'est une base fiable? Très souvent, on s'en sert dans les logiciels d'identity management à titre informatif pour dire on va quand même faire une comparaison avec notre base RH, mais ça sert assez rarement de source de données fiable parce que c'est trop contraignant. Et les autres applications de mon SI, est-ce que je vais pouvoir toutes les connecter? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même déjà, dans un premier temps, besoin de créer l'utilisateur sur le réseau, sur la messagerie, que ce soit sur du 365, sur Google ou d'autres systèmes. Ça, c'est quasiment un impondérable de le créer sur le réseau et sur la messagerie. Mais est-ce que je vais aller le créer dans les autres applications? Je vous dirais que dans l'idéal, il faudrait le créer et le supprimer dans toutes les applications pour avoir une gestion cohérente. Et c'est ce que tendent à faire toutes les entreprises qui ont mis en place des logiciels d'identity management. Mais pour en avoir mis plusieurs en place, il faut savoir qu'il faut forcément que l'application que vous avez en face soit compatible avec tout cela. Et en fait, elle va pouvoir dialoguer au travers d'une interface qu'on appelle une API. Donc si l'application qu'on a en face n'a pas cette interface qui est une API de gestion des utilisateurs qui permet la création, la modification et la suppression, ou si cette API est payante, voire pas documentée, le connecteur va avoir du mal à se créer. Donc vous aurez dans votre système d'information forcément des applications qui ne pourront pas s'automatiser avec le système de gestion d'identité. Donc il va
forcément falloir vous faire à un moment une cartographie des applications qui sont compatibles, interroger les éditeurs. Nous, de notre côté, par exemple, sur l'outil qu'on a développé, que je vous présenterai après, on a dû dialoguer, entamer ce dialogue avec toutes les applications du secteur santé pour pouvoir travailler ces sujets, et on a obtenu le fait de pouvoir créer un connecteur vers deux solutions du marché, espérons demain vers d'autres, mais en tout cas, on commence à avancer dans cette démarche, avec pour l'objectif d'avoir tous les éditeurs du secteur qui aient ce connecteur à terme et qui nous permettent de gérer de manière complète notre utilisateur. Deux éléments aussi, hein, vous l'avez compris, ces éléments sont intéressants à combiner aussi avec ce qu'on appelle le SSO. Le SSO, c'est ce qui va permettre à votre utilisateur d'utiliser le code du réseau ou le code de votre messagerie Office 365 pour se connecter à toutes les applications. Donc le couple parfait, c'est le SSO qui permet de se connecter, de s'identifier à toutes les applications, et la gestion d'identité qui va pousser l'utilisateur pour qu'il existe dans l'application. Parce qu'en fait, l'erreur qu'on fait très souvent, c'est de se dire, je vais prendre un logiciel de SSO pour me connecter à mon application de comptabilité avec Azure parce qu'il le permet. Et puis on se rend compte, quand on va dedans, que les utilisateurs ne sont pas créés. C'est pas parce qu'il y a un SSO qui permet de se connecter à l'application que les utilisateurs se créent automatiquement. C'est deux sujets en général très très différents. Et c'est bien l'application de gestion d'identité qu'on présente aujourd'hui qui va permettre de pousser les utilisateurs sur les applications. Il y aura un grand débat aussi sur vos applications, c'est est-ce que dans ces applications, il faut que ça aille jusqu'à me créer le profil des utilisateurs. Alors certains systèmes de SSO le permettent, mais bien sûr, plus on rajoute de fonctionnalités, plus on rajoute de complexité à gérer. Si vous avez demain 100 connecteurs vers des applications, vous allez devoir définir en automatique par rapport à un profil. Tiens, cet utilisateur, il a automatiquement, parce qu'il a été déclaré comme infirmier, droit au logiciel de soins. Ça peut être quand même très embêtant en termes de sécurité, parce que ça veut dire à partir du moment où je crée l'utilisateur sur le logiciel de soins, je lui donne un accès automatique. C'est pas les choses les plus conseillées. Ce qui est le plus conseillé quand même en gestion d'identité, c'est que le profil, le compte de l'utilisateur, c'est-à-dire son compte, son nom, son prénom, ses éléments de mail, etc., soit poussé. Mais par contre, il faut quand même une vérification pour moi avant de mettre le profil. Voilà, tous ces éléments sont pour moi importants à prendre en compte si vous voulez définir l'outil qui va vous permettre de gérer cette gestion d'identité. Bon, bien sûr, il y a les éléments classiques des projets ensuite. Il y a la notion de coût, il y a la notion d'équipe. Je ne les ai pas mis ici parce que là, ça relève beaucoup plus de choses classiques du parcours projet. Il y a quand même 4 fonctionnalités sur lesquelles je voulais insister dans les logiciels de gestion d'identité. Il y a la notion de connecteur. Je vous le disais à l'heure actuelle, il peut y avoir des connecteurs standards vers votre Active Directory, vers Azure Active Directory, donc vers vos logiciels de gestion du réseau et vers votre logiciel de gestion de la messagerie. Il peut y avoir des connecteurs universels SQL aussi. Alors ça, c'est très pratique, mais il faut quand même connaître les tables et les bases de données derrière. Et ensuite, l'application d'IAM propose souvent d'autres connecteurs vers d'autres applications. Voilà. Donc plus il y a de connecteurs, et plus forcément c'est facile d'utiliser l'application et d'aller vers de plus en plus d'applications connectées. Il y a aussi une notion de workflow. C'est-à-dire que mesurer la capacité de l'application à gérer des déclencheurs, vous allez dire, tiens, voilà, il y a un utilisateur qui vient d'être créé, ça c'est le déclencheur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quelles vont être les conséquences dans mon réseau, dans ma messagerie, dans mes différentes applications? Tiens, j'ai un utilisateur de tel type qui vient d'être supprimé, est-ce que je le mets est-ce que je le supprime dans telle application? Est-ce que je le désactive? Donc il y aura des choix un peu stratégiques à faire sur ce workflow.
Il est aussi possible dans certaines applications d'intégrer dans les workflows des envois de mails pour prévenir de certaines incohérences ou des envois de mails pour prévenir de la réussite. Ce qui est hyper important dans les workflows, c'est la possibilité de loguer et de relancer les workflows. Voilà, c'est-à-dire que si à un moment il y a un utilisateur qui arrive en création, le logiciel qui vous propose pas de dire bah il y a eu une erreur sur la création, est-ce que je peux la relancer? Ça, c'est quand même dommage, vous vous privez d'une fonctionnalité majeure, et c'est ce qui rend l'application beaucoup plus efficace, robuste et pérenne que les scripts manuels qu'on peut développer. C'est toute cette traçabilité des workflows. Il y a une notion que moi j'aime beaucoup dans les logiciels de gestion d'identité, c'est la notion d'alignement aussi. En fait, on réfléchit toujours un peu au global en se disant est-ce que mon utilisateur est créé dans mon Active Directory, dans mon réseau, est-ce qu'il est créé dans ma messagerie, est-ce qu'il est créé dans mes applications? Mais il y a une deuxième notion qui est importante pour moi, c'est est-ce qu'il est créé avec les bonnes informations et les mêmes informations? Donc l'alignement, c'est ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir vous dire ah bah tiens, voilà, dans votre réseau, l'utilisateur il a un 06, mais sur le Office 365, l'utilisateur il a plutôt un 07. Donc quel est le numéro de téléphone à conserver, quel champ j'écrase, quel est le champ maître? Donc ça va vous permettre, cet alignement, d'aller un peu plus dans le détail et de venir rendre cohérents vos annuaires. Au-delà de la personne, oui, la personne existe, oui, non, bah, vous allez pouvoir aller sur un détail, oui, mais les 20 informations qu'elle comporte, elles vont être complètement en adéquation avec l'ensemble des annuaires. Et la quatrième notion qui me paraît importante et à minima presque dans un logiciel d'IAM, ça va être la gestion des orphelins, c'est-à-dire que oui, j'ai connecté mon application RH et mon réseau avec mon logiciel d'identité, et je m'aperçois qu'il y a 300 comptes supplémentaires qui existent sur mon réseau, qui ne sont pas dans mon logiciel d'identité, et il y a 200 comptes supplémentaires dans mes RH qui ne sont pas dans mon logiciel d'identité. Donc ça, il va bien falloir qu'il fasse la différence inverse pour vous dire qu'est-ce qu'on fait de tous ces comptes. Est-ce qu'on les ignore parce que c'est des comptes administrateurs dont on n'a pas besoin de gérer l'existence ou pas? Est-ce que, au contraire, plutôt que de les ignorer, on les supprime? Parce que parfois, ça me permet juste de gagner des licences, voire de supprimer des utilisateurs qui sont partis depuis belle lurette. Donc cette gestion des orphelins me paraît hyper importante. Et on va dire que dans des structures de taille moyenne, quand on a déjà développé en termes de gestion d'identité ces 4 outils, ces 4 fonctionnalités, ça permet déjà d'avoir pour moi une bonne notion, une bonne gestion globale de l'annuaire d'entreprise. Donc voilà, bien veiller à ce que ces 4 fonctions existent. Et vous le voyez bien que quand on compare ces éléments-là avec un script fait maison, le script fait maison, il est très loin de faire et de proposer tous ces éléments-là, qui sont quand même des briques de base pour gérer ces annuaires. Quel est le process pour mettre en œuvre un logiciel d'automatisation du cycle de vie IAM? Vous l'avez compris, hein, on vous donne quelques bonnes pratiques, c'est-à-dire définir toutes les informations à intégrer dans une fiche utilisateur pour pouvoir la créer dans l'ensemble des systèmes informatiques. Donc vous allez devoir aller un peu dans le détail en disant oui, si je mets mon numéro de téléphone portable dans l'outil d'IAM, est-ce que je veux qu'il apparaisse dans Office? Est-ce que je veux qu'il apparaisse dans mon AD? Est-ce que je veux le pousser dans une application parce qu'il y en a absolument besoin dans une application? Donc vous allez devoir définir un petit peu champ par champ quels sont les champs qui sont essentiels à aligner dans votre système d'information. Définir un cahier des charges avec tous les éléments de ce que j'ai pu vous passer auparavant. Choisir un outil d'automatisation adapté à votre besoin. Déployer l'outil, le mettre en œuvre. Et vous allez voir, il y aura quand même une grosse phase au démarrage d'alignement de tous les annuaires parce que vous allez hériter des 20 ou 30 ans d'utilisation des logiciels avec leur cycle de vie actuel, c'est-à-dire qui n'est pas forcément maîtrisé. Et vous allez vous rendre compte au début que vous avez peut-être 500 utilisateurs sur votre réseau qui ont été désactivés, des fois depuis plus de 5 ans. Qu'est-ce qu'on en fait?
certains utilisateurs qui ont une licence Office qu'on avait gardée parce qu'ils sont partis mais qu'ils étaient importants. Donc ça va vous forcer à réfléchir à toutes ces questions-là pour épurer un peu vos stocks. Voilà, les bonnes pratiques utiles recommandent d'automatiser au maximum ce type de cycle de vie. Voilà, très clairement. On avait envie aussi de terminer ce webinaire par une visualisation un peu concrète d'un outil, parce que des fois, la gestion d'identité, c'est un sujet un peu technique, ça reste abstrait. C'est très important pour les ressources humaines, parce que ça leur permet de créer des comptes assez rapidement. Quand on a des filiales ou quand on a des établissements, c'est très important pour eux aussi, parce que ça leur permet en 1 heure de créer un compte et d'avoir beaucoup plus de souplesse. Et pour les équipes informatiques, ça leur permet aussi de pouvoir déléguer la création de comptes et de pouvoir éviter peut-être 10 ou 20% de tickets qui correspondent à cette création de comptes. Donc c'est important pour tous les services, mais il faut encore pouvoir se rendre compte de ce que représente ce logiciel, parce que ça reste quand même assez technique. Donc on a voulu vous montrer la solution qu'on a packagée nous, qui correspondra forcément pas à tous les besoins, hein, puisque vous l'avez compris, la solution que vous allez choisir doit correspondre à vos besoins, mais on voulait vous montrer un exemple un peu concret. Pour vous présenter rapidement la solution EasyApp, hein, c'est une solution qu'on a développée entièrement depuis zéro. Elle est fabriquée en France, elle est vraiment très adaptée au marché français. Elle est hébergée sur 2 serveurs qui ont l'agrément hébergement de données de santé, hein, Grenoble et Lyon. Donc voilà, on a déjà pas mal d'entités qui l'utilisent. C'est un outil qui a quelques particularités, hein. C'est un produit tout en un, puisque vous verrez, on a plusieurs fonctionnalités, plusieurs briques. C'est un outil qui peut être connecté aussi à l'annuaire de santé. Ça, c'est un élément important dans la gestion et la consolidation de ces annuaires. Il est connecté à Office 365. Il est disponible depuis le navigateur Edge ou le navigateur Chrome. On a entre autres comme fonctionnalité la gestion du parc informatique, le ticketing, la documentation, la sécurité DSI, un portail intranet, le fameux onboarding, offboarding, hein, la gestion des arrivées et départs qu'on va voir aujourd'hui, un portefeuille projet, le numérique en santé, la gestion des contrats fournisseurs. Donc un panel de fonctionnalités assez importante pour piloter son SI. Et là, on va vraiment se concentrer sur la fonctionnalité qui s'appelle Easy Identité, hein, donc le module qui va gérer les arrivées et départs. Pour cette brique, on a voulu s'appuyer sur un partenaire de confiance, et donc on travaille depuis plus d'1 an maintenant avec la société User, hein, qui propose une brique de gestion d'identité. On a décidé dans notre logiciel EasyApp de packager la brique User, parce que on se retrouve dans des cas où nous, dans notre logiciel, on a de nombreux cas où on souhaite déléguer complètement la création des comptes à des établissements ou à des sous-établissements, et on peut, au travers de la combinaison entre EasyApp et User, réaliser cette opération. On est sur un logiciel qui est plutôt adapté aux, on va dire, structures qui ont entre 100 et 3000 utilisateurs. Voilà. Donc on est sur un coût de mise en œuvre qui est entre 5 et 15 jours. Hein. Ça dépendra de vos besoins et du petit cahier des charges qu'on aura rédigé. On va vous aider à rédiger le cahier des charges. Et on a un abonnement mensuel qui correspond à la taille de la structure, et un coût par utilisateur ensuite qui va pouvoir... là, je vous ai mis le coût le plus bas, hein, si on est sur un volume important. Et moins on a de volume, plus le coût est important. Donc là aussi, il va falloir avoir la notion de coût sur ces logiciels, parce que là, on est sur une formule plutôt légère, mais ça peut très vite grimper dans la gestion d'identité. Je vous propose de voir quelques écrans pour finir, pour pouvoir se rendre compte plus efficacement de ce à quoi ça peut correspondre, hein.
Donc le logiciel EasyApp, il se présente comme ça. Donc vous voyez, vous avez un module portail qui permet d'afficher l'ensemble des entités juridiques, des adresses et des personnes de votre entité, la partie documentation. Et on est venu greffer sur l'annuaire des personnes, donc plusieurs fonctionnalités. Et donc on a ici l'annuaire. Vous voyez, dans l'annuaire, on va voir les personnes actives. On va voir les arrivées prévues, les départs récents, les personnes désactivées, les administrateurs et les comptes partagés génériques. La vue des comptes administrateurs et partagés génériques, elle n'est pas accessible à tout le monde, hein, voilà, notamment celle des administrateurs. Ça sert assez peu d'intégrer les administrateurs dans cette liste, puisque ça reste des personnes actives. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir stocker tous les comptes qui sont un peu annexes et génériques, pour pouvoir les mettre dans une liste bien particulière. Je vous montre quelques écrans de création, hein. Donc moi je peux sélectionner n'importe quel des établissements de l'association, puisque j'ai un accès global, mais si j'ai un utilisateur qui est spécifique à la crèche Beaupont et qui n'a pas droit de créer dans une autre structure, il va pouvoir venir créer l'utilisateur uniquement dans la crèche Beaupont. Donc en fait on a la possibilité dans EasyApp de vraiment définir finement qui a les droits d'accès via des systèmes de groupe à la création des utilisateurs. On va cliquer sur ajouter et on va tomber donc sur un formulaire qui va nous permettre de vraiment définir quel est le prénom, le nom de l'utilisateur, de mettre une civilité, de pouvoir choisir l'entité mais aussi l'adresse de rattachement s'il y en a plusieurs. Là, j'ai la notion de date d'arrivée informatique. Donc, dans ce logiciel, le parti pris, c'est qu'on ne met pas la date d'arrivée RH, on a la possibilité de la décaler. Donc, si j'ai envie, mettons que mon CDD arrive le 10 mars et qu'il parte le 10 mai parce qu'il est là pour 2 mois, je peux le programmer à l'avance. Ça veut dire que le compte va être mis en attente de création jusqu'au 10 mars. Et le 10 mai, il va automatiquement se désactiver ou se supprimer selon les règles qu'on aura mis à intégrer. Je vais pouvoir aussi lui mettre par exemple un numéro de mobile professionnel ou personnel. Alors le personnel, comme la photo, ça ne vous dédouane pas de demander les autorisations sur les données personnelles. Voilà. Donc ça dépend vraiment des accords que vous avez avec vos salariés et de ce que vous leur faites signer. Dans notre logiciel, on a pris le parti d'intégrer une politique de nommage des comptes pour que les comptes soient tous similaires. Donc là, en fait, il va vous créer le compte en automatique et du coup, il va également vous créer le login, l'identifiant. Quand vous allez passer sur l'étape suivante, vous aurez la possibilité de désigner un responsable. Ce n'est pas obligatoire, mais ça a des avantages dans certains cas, notamment sur l'Active Directory ou sur Azure. On a intégré un nombre de types d'utilisateurs. Vous verrez, ce type d'utilisateur est intéressant parce que, typiquement dans une entreprise, le salarié, très souvent, on va lui donner en automatique une boîte aux lettres email, alors que, par exemple, un membre du conseil d'administration, c'est pas toujours le cas. Parfois, ils ne sont pas les adresses de l'entreprise. Pareil, dans une association, un bénévole, des fois on leur donne une adresse, des fois non. Donc, dans le logiciel d'identité, on pourra prendre en compte ces champs pour définir des règles. Au niveau des fonctions, on a créé un annuaire des fonctions qui commence par autres divers, dans laquelle vous allez pouvoir préciser la fonction, voilà, vraiment n'importe quel type de fonction. Sinon, on a aussi un annuaire de fonctions existant. On a notamment intégré l'annuaire des fonctions de la santé, puisque c'est un annuaire bien spécifique. Vous allez pouvoir définir la présence et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Élément important, ça, c'est un petit focus sur le secteur de la santé, étant donné que les utilisateurs du secteur de la santé ont des numéros et une codification très particulière. Vous pouvez rajouter une option, ça reste une option, qu'on désactive quand on n'est pas du secteur de la santé, mais on peut aller chercher en automatique sur l'annuaire de santé le numéro de RPPS et l'adresse de messagerie santé,
et pouvoir la saisir. Donc ça permet de collecter ces informations qui vont devenir essentielles dans le secteur dans les mois qui arrivent. Dernier élément, c'est cet écran qui va pouvoir vous permettre de configurer le fait d'envoyer un message en automatique ou de créer un ticket, parce que EasyApp propose aussi un système de ticketing. Donc si vous avez le ticketing intégré à EasyApp, il va pouvoir créer un ticket directement pour le service informatique. Sinon, il peut envoyer un mail, et il peut envoyer aussi un mail ou créer un ticket pour les RH. Vous avez la possibilité de paramétrer ce formulaire pour qu'il puisse remplir des éléments, pouvoir préciser au service informatique comment finaliser le paramétrage de son compte. Et dans une prochaine évolution, on va rajouter un troisième pavé qui vous permettra aussi d'envoyer un formulaire d'arrivée à l'utilisateur directement sur sa messagerie. Et ça sera le côté intéressant, c'est que ça va vous permettre de lui pousser directement de l'info et de pouvoir obtenir les informations nécessaires de sa part. On va ensuite créer, on a la possibilité aussi, je vous l'avais dit, sur EasyApp, il y a une notion de groupe. On n'est pas du tout obligé d'intégrer ça dans le formulaire d'arrivée, mais on peut aussi décider que celui-là, il fait partie du service DSI, et du coup, ça va lui affecter automatiquement les droits. Donc ce formulaire, on va vous aider à le paramétrer, bien sûr, hein. C'est pas vous qui allez le faire en direct, et on pourra choisir les étapes qu'on considère. Là, j'ai voulu toutes vous les présenter, mais ça peut être quelque chose de plus rapide. Et quand on va créer l'utilisateur, tout simplement l'utilisateur va intégrer notre annuaire de personnes. Quand il intégrera cet annuaire de personnes, là je suis sur une base de test, du coup sur cette base de test, il va intégrer l'annuaire, donc avec l'ensemble de ces informations sur la fiche. On va avoir un bouton qui permet de réinitialiser le mot de passe. On va avoir un bouton qui permet aussi, vous le verrez, d'afficher le mot de passe et de pouvoir lui donner directement. Et puis on va avoir sa fiche d'utilisateur avec toutes les informations qui vont bien et qui permettent demain, si son portable change, de venir modifier son numéro de portable. Et comme je vous l'ai dit, cet utilisateur, du coup, en fait, ces informations du numéro de portable qui vont changer, si vous avez un logiciel qui permet les alignements comme le permet le nôtre, ça va vous permettre d'aller ensuite complètement aligner les utilisateurs. Donc ça, c'est l'interface, on va dire, visible qu'on met à disposition dans EasyApp. Vous l'avez vu, le formulaire, il est assez simple, la gestion, elle reste assez simple, et ça vous permet d'afficher un annuaire un peu graphique de l'ensemble des utilisateurs. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je souhaitais aussi vous montrer, on va dire, l'envers du décor. Donc, je vous l'ai dit, on se base pour le fonctionnement sur un logiciel qui s'appelle User, qui est très sécurisé et qui permet tout simplement de pouvoir gérer ensuite la liste des utilisateurs. Donc, voilà, connecté à User. Donc ça, c'est plutôt l'interface réservée aux services informatiques. Vous l'avez compris, je vous ai montré tout à l'heure, dès qu'on va parler d'alignement, dès qu'on va parler de connecteurs, en fait, on va se retrouver dans le cas où là, il y a une configuration, il y a des modalités à faire. Et donc, dans nos logiciels, on va retrouver toutes les notions que vous voyez tout à l'heure, hein, une notion de connecteur, une notion aussi d'unité. Vous voyez là, il y a une gestion des unités orphelines. Donc là, je sais que j'ai 174 unités orphelines. Je sais aussi que j'ai 9 unités qui sont parties. Et très souvent, en fait, je vais retrouver des licences attachées à ces unités. Je vais avoir une notion de module aussi, où je vais pouvoir définir les workflows. Voilà, un workflow d'arrivée, un workflow de départ, un workflow de mise à jour initiale. Je vais avoir la notion d'action qui vont définir tout ce qui va se passer dans le logiciel, la notion d'alignement qui va me dire tiens, tel numéro de téléphone a changé, est-ce que vous voulez la pousser sur tel ou tel utilisateur. Je vais avoir la liste de mes utilisateurs dans la gestion d'identité et une notion aussi de quand un utilisateur arrive, quel package de base je lui donne. Est-ce que je lui donne un package similaire pour tous les utilisateurs? Est-ce que je fais différents packages?
Donc cette application s'appelle User, elle est totalement intégrée à notre outil, et donc le projet va consister à bien définir, quand on travaille sur un logiciel comme celui-là, par exemple, bah, dans le cadre d'une arrivée, du coup, je vais aller affecter le package basique à un utilisateur, je vais lui créer ses unités sur le réseau, lui créer ses unités sur Office 365. Selon les cas, je vais ou pas donner de licence. Je vais envoyer une notification en disant au service informatique en disant bah c'est ok, l'utilisateur est arrivé, et je suis sur la fin du workflow. Si mon workflow échoue, je vais avoir un rappel pour relancer ce workflow-là. Donc une gestion qui permet aussi au travers des logs de pouvoir relancer tous ces éléments-là. On a voulu un package avec une interface utilisateur simple pour l'utilisateur final et pour les services informatiques, un outil qui permet de gérer tout le back-office et qui est sécurisé et qui est complètement connecté. Donc vous allez voir ici, on a le fameux connecteur qui nous permet d'avoir une synchronisation entre ces deux éléments. User propose pour Office 365 une connexion directe avec une configuration sur le tenant. Pour Active Directory, c'est un agent qui est installé sur le serveur Active Directory. Donc on est sur des éléments qui sont plutôt très sécurisés. Et le connecteur avec EasyApp est aussi sécurisé avec une vérification assez stricte des adresses IP et un certain nombre de configurations de sécurité qui nous permettent de fonctionner ensemble. Voilà sur la présentation d'un outil rapide, parce que ça peut vite, on peut vite rentrer dans le détail. Moi, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais vous présenter pour illustrer ce webinaire. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.